De transition 4, 3, 2, 1. Messieurs, dames, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire animé par Aesio Mutuel qui abordera le sujet de la prévention du harcèlement en entreprise. Je vous propose d'attendre encore juste une petite minute pour que l'ensemble des personnes qui se sont inscrites puissent se connecter et puis ensuite on pourra commencer ce webinaire. Allez, je vois que vous êtes de plus en plus à être connectés. Je vous propose de débuter. Donc bienvenue aux dernières personnes qui viennent de se connecter, sur ce deuxième webinaire de l'année 2026 autour de sujets de prévention et de santé au travail. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de la prévention du harcèlement en entreprise. Tout d'abord, avant de commencer, quelques petites règles de fonctionnement du webinaire. Plusieurs d'entre vous l'ont déjà trouvé. Effectivement, vous pouvez accéder à un chat pour échanger entre vous, partager des expériences et surtout poser vos questions. Voilà, sur, le sujet, du jour, Mehdi et moi nous ferons un plaisir, de pouvoir y répondre au fur et à mesure, de la présentation ou en tout cas un temps sera dédié, à la fin pour, justement essayer de répondre à vos questions. Juste en dessous de tout onglet chat participant, vous retrouverez un onglet sondage. Vous verrez que, voilà, vous serez amené à, donner, votre pendant, cette présentation. Donc lorsque le sondage sera activé, je vous inviterai à cliquer sur, le petit onglet avec un bloc-notes et vous pourrez donc, voter, pour, les propositions qui vous seront faites. Nous sommes ensemble pour 1 heure, donc jusqu'à 10 heures environ. Le document sera mis en téléchargement à l'issue de la présentation et un replay sera bien évidemment accessible, pour que vous puissiez, eh bien, revisionner celui-ci ou le visionner si vous n'avez pas la possibilité d'assister, entièrement à notre présentation. Un petit mot maintenant sur Aesio Mutuel. Donc aujourd'hui, Aesio est une mutuelle qui protège 2,3 millions de Français grâce à différentes solutions adaptées à tous les moments de la vie, hein, que ce soit, une couverture santé, prévoyance, épargne retraite, même IARD, donc tout ce qui est assurance de biens. Nous sommes la troisième mutuelle spécialisée en France en protection de personnes et chose importante, nous avons une forte proximité puisque nous avons un maillage territorial très important. D'une part, au travers de notre réseau d'agences, puisqu'on a 240 agences qui sont réparties partout sur le territoire, mais on a aussi une forte proximité grâce à l'ensemble de nos délégués. Donc on a plus de 500 délégués qui sont présents sur le territoire pour porter la voix des adhérents, sur, les sujets de la mutuelle. Alors pour la petite histoire, Aegon Mutuel a été créé il y a maintenant 4 ans et fait partie d'un groupe, qui s'appelle AMA Group, donc avec la Massif, Abeille Assurance et Ofi Invest. L'objectif premier de ce groupe mutualiste, c'est vraiment de pouvoir apporter des réponses éclairées, constructives, aussi humaines, hein, face aux grands enjeux de protection liés aux transitions actuelles, bah, au travers notamment d'un réseau multimarque et multimétier. Alors, chez Aesio, comme je le disais, nous proposons des solutions globales d'assurance, de services au travers notamment de notre activité première, hein, première d'assureur, mais nous sommes également distributeurs, donc on distribue les produits d'assurance. On est gestionnaire puisqu'on assume tous les actes de gestion d'un contrat ainsi que la relation avec l'adhérent. Nous nous adressons à toutes les cibles, du particulier jusqu'à l'entreprise, en passant par les fonctionnaires, les courtiers, les professionnels indépendants, au travers donc
donc d'offres personnalisées en assurance de personnes, assurance de dommages, solutions d'épargne et solutions pour les professionnels indépendants. Si vous souhaitez être recontacté ou être mis en contact avec un conseiller Aesio, vous avez un petit, bouton, normalement en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas à cliquer dessus, voilà, pour être recontacté. On pourra vous mettre en relation avec un conseiller pour qu'il puisse, faire le point avec vous sur votre situation, vous apporter des conseils sur, des, offres santé ou prévoyance. Donc, voilà, n'hésitez pas à le mettre à cliquer dessus. Très rapidement maintenant, je vais vous dire un mot sur la fondation Aesio qui œuvre autour de 3 grandes thématiques, donc la santé et l'environnement, la santé au féminin et le bien vieillir, qui sont les 3 axes d'engagement d'Aesio Mutuelle. Et la fondation Aesio, depuis 2021, agit également sur la thématique de la santé mentale en soutenant des initiatives donc pour accompagner, des, associations locales, des structures qui œuvrent pour développer leur activité autour de la santé mentale. Donc ça fait donc le lien bien évidemment avec, notre thématique du jour, mais surtout notre engagement en matière de prévention, hein, puisque chez Aesio Mutuelle, nous sommes donnés comme mission d'accompagner les adhérents à chaque étape de leur vie, en les aidant à prendre soin d'eux aujourd'hui pour préserver leur santé de demain. Donc cet engagement, il se traduit par la création de notre service de prévention Prévaesio. Donc on œuvre autour de 2 grands enjeux qui sont là des enjeux de santé publique et des enjeux de santé au travail. Donc aujourd'hui, je vais surtout vous parler, des enjeux de santé au travail, hein, donc de Prévaesio pour les entreprises. Notre service, il se structure autour de 3 grands enjeux de santé au travail. Le premier enjeu, c'est la mise en conformité avec les obligations légales de l'employeur. Donc comment est-ce qu'on peut accompagner les décideurs et les référents prévention, bien sûr, dans la mise en conformité avec une réglementation qui évolue constamment au travers notamment du document unique d'évaluation des risques professionnels ou des formations obligatoires. Deuxième enjeu, la limitation à l'exposition aux risques professionnels, donc tout ce qui tourne autour de la prévention des TMS, des risques psychosociaux, du harcèlement également. Et puis troisième enjeu, la santé et le bien-être des salariés, donc tout ce qui va être propre à l'individu, mais qui une fois amélioré va avoir un impact sur sa performance et sur, son absentéisme par exemple. Donc on va pouvoir aborder des sujets tels que les addictions, l'activité physique, l'alimentation ou le sommeil, toujours en lien avec l'activité professionnelle. Pour répondre donc à ces enjeux, nous avons créé une offre à 3 niveaux, hein, qui sont complémentaires et indépendants. Avec dans le niveau en inclusion, toute la partie liée à la communauté des référents prévention, je vais y revenir juste après. Également notre offre Prévaesio adhérent qui est accessible pour l'ensemble, des collaborateurs de nos entreprises adhérentes et dans lesquelles vous allez pouvoir retrouver, des webinaires, un cycle de webinaires, des bilans, que ce soit, en agence ou par téléphone et puis une programmation de web ateliers et du e-coaching, pour pouvoir être accompagné, de manière personnalisée, et quand on en a besoin. Deuxième niveau, c'est un niveau clé en main avec des ateliers de sensibilisation sur 5 grandes thématiques, donc la prévention des TMS, la gestion du stress, les gestes qui sauvent, l'alimentation et le sommeil. L'idée est de pouvoir lancer, une première action au sein d'une structure, de pouvoir sensibiliser, les collaborateurs et puis ensuite troisième et dernier niveau, notre niveau, sur mesure. Donc on a une équipe de chargés de prévention, qui est répartie sur l'ensemble du territoire et qui a pour mission d'accompagner les entreprises adhérentes autour de la construction, de dispositifs adaptés aux besoins et aux problématiques de l'entreprise. Donc l'accompagnement méthodologique va du diagnostic jusqu'à l'évaluation. Alors très rapidement, je reviens sur notre communauté des référents prévention. Donc c'est une communauté qui existe depuis maintenant, 4 ans, qui est accessible à l'ensemble de nos entreprises adhérentes depuis leur espace entreprise ou depuis, un formulaire d'inscription. L'idée, c'est de pouvoir soutenir justement les soutenir dans leur mission en leur proposant un accès à des ressources, donc notamment une programmation annuelle de webinaires. Aujourd'hui, on est sur le second webinaire de l'année. La possibilité aussi d'accéder à des ateliers d'échange qui vont justement permettre de pouvoir échanger entre pairs et avec un expert. Une bibliothèque de ressources avec des kits qui sont téléchargeables et utilisables en toute autonomie. Et d'ailleurs, à ce sujet, nous sortons à la fin du mois un kit que l'on a travaillé donc avec Mehdi et ses équipes autour de la prévention de harcèlement. L'idée de ces kits, c'est de pouvoir mettre à disposition
des outils de manière à la fois à sensibiliser les collaborateurs de manière autonome, mais aussi de pouvoir agir sur le niveau de maturité de son entreprise autour d'une thématique, donc notamment le harcèlement, au travers d'auto-évaluations, au travers d'autodiagnostics, pour justement essayer de pousser et de renforcer sa politique de prévention. Je vous ai donc mis la timeline de l'année, hein, donc avec, tous les rendez-vous, qui seront, prévus sur cette année 2026 et bien évidemment, toute cette programmation est accessible depuis, d'une part l'espace de la communauté des référents prévention, mais également l'espace dédié au webinaire d'Adhésion Mutuelle dont je pourrais vous mettre le lien, dans le chat. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Je vais maintenant laisser la parole à Mehdi. N'hésitez pas encore une fois à utiliser le chat participant pour poser toutes vos questions, je vous souhaite à toutes et tous un bon webinaire. Merci Antoine et bonjour à tous. Merci pour cette introduction et justement, juste je donne un petit peu quelques éléments temporels pour la façon dont va se dérouler ce webinaire. On va à peu près avoir du coup 45-50 minutes ensemble. Vous allez avoir quelques moments de participation durant le webinaire parce que j'aurai quelques sondages à vous proposer. Donc du coup, quelques-unes de vos participations vont être demandées. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas directement à les mettre dans le chat. On prendra un temps soit en milieu de webinaire, s'il y a vraiment beaucoup de questions et si Antoine trouve pertinent qu'on fasse un petit stop au milieu pour pouvoir poser quelques questions, soit directement en fin de webinaire où est-ce qu'on prendra les grandes thématiques qui sont sorties, les principales questions afin de pouvoir y répondre. Je commence juste par me présenter rapidement. Donc, du coup, je suis Mehdi Garnous. Moi, je suis psychologue du travail depuis maintenant une dizaine d'années pour une société qui s'appelle Sémaphore. On est situé en région Normandie, à Rouen plus exactement. Et on travaille avec Aesio sur la prévention depuis maintenant quelques années ensemble, notamment sur des webinaires et différents formats, en tout cas, qui permettent soit des sensibilisations de premier niveau, soit en tout cas de venir directement en assistance auprès de clients communs et de pouvoir en tout cas répondre aux questions et aux problématiques de nos clients. Si je fais très rapide et je vois qu'il y a eu une petite coupure peut-être de la diffusion. Hop. Je le remets juste. Hop là. Merci Antoine. Donc là, en toute logique, ça devrait être réapparu de votre côté. Donc, je vous montre juste en quelques minutes, nous, ce qu'on fait, grosso modo. On est prestataire RH de façon très généraliste. On a différents consultants dans notre société, des consultants RH, des psychologues. Et du coup, on intervient à peu près sur toute la vie de l'entreprise. On va dire de l'assistance sur des diagnostics, sur des expertises, soit dans le cadre de harcèlement, par exemple d'enquête administrative, ce genre de choses. On intervient aussi sur des sujets un peu plus légers ou en tout cas un peu moins lourds, comme par exemple tout ce qui va être qualité de vie au travail, des ateliers, de la conduite d'entretien, de l'évaluation. Donc réellement, toute la vie des salariés, finalement, de l'entrée jusqu'à l'accompagnement en retraite, même parfois. Pour juste un petit peu évoquer les choses plus précisément sur ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je vais juste apporter une petite modification sur ce que vous allez trouver dans le contenu qui est présenté sur ce sommaire. On va juste faire dans un premier temps, en tout cas, d'échanges sur la partie harcèlement global. Qu'est-ce qu'on met dedans? On va passer assez vite dessus. Ensuite, il y a la question réellement de la stratégie et de comment est-ce qu'on agit sur le harcèlement. Ce que vous allez voir, que c'est quelque chose qui bouge quand même beaucoup ces dernières années. On va dire, depuis 2018-2019, le harcèlement est devenu un sujet de plus en plus prégnant dans la vie publique, dans la vie politique et dans la vie des entreprises. Et du coup, c'est aussi quelque chose qui bouge de façon continuelle, tant dans les représentations que dans les actions que l'on peut mener. Ça évolue assez vite. Et le but, en tout cas, est de vous partager des retours d'expérience, ou en tout cas des choses qui peuvent être intéressantes à mettre en place, qu'on trouve intéressantes, en tout cas, à venir actionner parce que ça a des bons résultats. Je vous parlerai par exemple du théâtre forum, en tout cas, qui est l'un des outils qu'on commence de plus en plus à voir et à utiliser auprès des entreprises, que ce soit auprès des salariés, managers ou pour des actions coup de poing. Et on terminera plutôt, en tout cas, sur je vais vous partager quelques cas, on va dire, de sociétés qu'on a accompagnées ces dernières années, parce que pour vous, vous entendez sûrement plus parler du harcèlement, mais même pour nous, en tant que cabinet conseil, c'est aussi un sujet qui est de plus en plus redondant. Pour vous donner une petite idée, il y a encore 3-4 ans, sur les périodes tout juste post-Covid, les sujets harcèlement étaient des sujets qui étaient dans notre activité assez rares.
on en entendait parler, mais on était rarement sollicité pour des enquêtes. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est très redondant. On n'a pas une semaine, voilà, si on est un peu plus, allez, si on essaie de lisser sur l'année, il n'y a pas un mois sur lesquels on a entre 2 ou 3, on a moins de 2 ou 3 demandes d'enquête administrative ou d'enquête harcèlement, alors qu'auparavant, on avait tendance à en faire 3 ou 4 dans l'année. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est très fortement multiplié ces dernières années. Un, parce que c'est devenu un sujet fort, et surtout, deux, parce que c'est un sujet qui est le mot harcèlement aujourd'hui apparaît de plus en plus facilement dans les bouches, là où auparavant il était assez tu. Donc c'est une bonne chose parce que finalement on libère la parole. Par contre, ça augmente drastiquement le nombre de sujets qui apparaissent. Et si on rentre un petit peu finalement dans le sujet du harcèlement, alors le harcèlement, hein, si vous reprenez juste un petit peu l'environnement RPS, que le harcèlement fait partie des risques psychosociaux, il fait partie des violences qui peuvent être, qui font partie en tout cas des risques psychosociaux, hein. Je vous rappelle, les risques psychosociaux, c'est le stress d'un côté, hein, les violences de l'autre. Et donc on parle des violences internes, et donc on pourra aussi parler en quelque sorte de harcèlement interne. Les violences internes, donc du coup, ce sont celles qui arrivent au sein de l'entreprise, auprès d'acteurs internes à l'entreprise. Donc ça va être des relations conflictuelles, du harcèlement moral, ou du harcèlement sexuel, des insultes ou quoi que ce soit, en tout cas des comportements difficiles, conflictuels au sein de l'entreprise proférés par des collègues directs ou en tout cas des membres de la société. Et on aura aussi les violences externes, qui sont, elles, par contre, celles qui vont être proférées par les personnes qui sont extérieures à l'entreprise. Donc on peut être aussi dans le cas de la violence criminelle, des violences publiques. On pourra parler aussi de harcèlement, un client harcelant, un fournisseur harcelant, des usagers avec des comportements harcelants. Ce sont en effet des choses qui arrivent. Et du coup, en tout cas, ces sujets, ils existent depuis toujours, mais ils prennent une place de plus en plus importante dans l'image publique et aussi dans les sujets de nos sociétés respectives. Si on rentre plus précisément dans le harcèlement et qu'on parle un petit peu de ce qu'il y a derrière. Alors, déjà une définition assez globale que je pense que vous avez tous vue, donc je la passe assez rapidement. Le harcèlement moral, il est caractérisé par des agissements répétés, susceptibles d'entraîner une dégradation des conditions de travail pouvant aboutir à une atteinte au droit à la dignité, à une altération de la santé physique ou mentale, ou une menace pour l'évolution professionnelle. Étant donné que c'est quelque chose qui bouge beaucoup actuellement, vous allez le voir, c'est intéressant de garder un œil sur les jurisprudences qui apparaissent auprès du harcèlement, parce que ça bouge beaucoup. Notamment, par exemple, ces dernières années, il y a beaucoup de choses qui sont passées autour des agissements sexistes, du cyberharcèlement, qui sont encore des sujets qui sont très fortement en travail auprès des instances politiques ou ce genre de choses, et qui fait que chaque année, actuellement, sur le sujet du harcèlement, on a des nouveautés qui arrivent assez régulièrement. Le harcèlement moral, il peut prendre en tout cas pas mal de formes différentes, la surcharge, la placardisation, des remarques dégradantes, des moqueries, des incivilités, le mobbing, on y reviendra un peu par la suite, hein, qui est le harcèlement de groupe, la surveillance accrue, on pourra parler du bizutage, qui est encore présent malheureusement dans certaines sociétés. Et comme vous le voyez, hein, pas mal de choses en tout cas qui sont proposées dans le harcèlement moral au travail. Il y a aussi des parallèles qu'on peut assez facilement faire sur le harcèlement au global, notamment quelque chose qui est très médiatisé maintenant depuis quelques années. Et c'est très bien, et il faut continuer encore en tout cas à lutter contre ça, c'est notamment le harcèlement dans le secteur scolaire, qui reprend des mécaniques qui sont assez proches de celles en tout cas qu'on trouve au travail. Si on parle du harcèlement sexuel, cette fois-ci, le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos, comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui portent atteinte, encore une fois, à la dignité en raison du caractère dégradant ou humiliant de ces propos, créer une situation intimidante, hostile ou offensante. Encore une fois, hein, on retrouve à peu près les mêmes contenus que ce qu'on a trouvé dans le harcèlement moral. Ça concerne aussi toute pression grave, même quand elle est non répétée, dans le but d'obtenir un acte sexuel, des faveurs ou quoi que ce soit. Donc là, dans le cas, par exemple, d'une personne qui fait une pression grave pour une promotion canapé, par exemple, que l'on connaît bien, un seul acte suffit. Donc pas besoin d'avoir en tout cas eu des propositions répétées ou des actes répétés pour que cela soit condamnable. Encore une fois, hein, le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel, ces dernières années, si vous regardez un petit peu en tout cas sa définition, ses condamnations, il a tendance en règle générale à se durcir et à gagner en épaisseur au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que si vous regardez
on va dire, la condamnation, le nombre d'affaires de condamnation pour harcèlement qu'on pouvait trouver, par exemple, entre 2010 et 2015, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que l'on trouve, par exemple, depuis les années 2020. C'est un sujet d'actualité qui est très fort. Alors, je vais vous le passer un petit peu, mais le harcèlement, on en a plein de formes. Naturellement, pour beaucoup de personnes, le harcèlement, il nécessite une position de pouvoir, mais en fait, pas du tout. On a en effet le harcèlement qui va être réalisé par le hiérarchique vers l'un de ses collaborateurs. Ça peut tout à fait être aussi entre collaborateurs. On peut tout avoir des comportements harcelants entre collaborateurs. On peut notamment, dans une équipe, tout à l'heure je vous parlais du mobbing, on va y revenir par la suite, mais le fait, par exemple, d'avoir des comportements harcelants qui sont réalisés par un groupe envers une personne. Alors je vais mettre entre guillemets la citation que je vais citer juste après, la tête de Turc, le nouvel arrivant, la personne un petit peu dépréciée dans l'équipe, un petit peu étrange ou bizarre, qui va être un peu pris en grippe par l'ensemble des membres de l'équipe, qui vont d'ailleurs former une petite coalition ensemble de façon consciente ou non, pour un peu faire vivre une situation un peu difficile à cette personne que collectivement ils n'apprécient pas. C'est du harcèlement moral, c'est appelé du mobbing. Et d'ailleurs, hein, que ce mobbing soit conscient ou non, c'est-à-dire que les personnes se soient regroupées volontairement ou non pour harceler cette personne, c'est du harcèlement moral dans tous les cas. On peut d'ailleurs avoir, c'est plus rare, mais ça arrive, des harcèlements de collaborateurs vers leur propre manager, et on peut aussi avoir vers des individus tiers extérieurs à l'entreprise, des clients qui harcèlent vers l'intérieur, des personnes qui harcèlent vers des clients. Tout est possible. Et aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas spécialement de, on va dire, de logiques qui sont forcément liées au pouvoir, même si naturellement, on va dire que c'est une condition facilitante pour arriver à des situations de harcèlement. C'est-à-dire que, évidemment, une personne qui est manager d'une équipe, à partir du moment où elle exerce un pouvoir décisionnel, et qu'elle a de l'influence finalement sur une dizaine de personnes dans une équipe, un grand nombre de personnes, on peut avoir en tout cas plus rapidement des remontées autour du harcèlement, mais ce n'est pas en tout cas les seules possibilités, il ne faut surtout pas les ignorer. Aujourd'hui, notamment, on a dans la tête de certains référents justement des idées préconstruites, parfois qu'on doit un petit peu casser lors des formations, qui sont de se dire que il faut forcément une position de pouvoir ou être un homme pour pouvoir harceler. En fait, non, tout est possible. Et justement, attention à ces idées préconçues qui nous donnent parfois des conclusions un petit peu à côté de la plaque et qui nous font nous tromper finalement dans nos évaluations, nos jugements et nos façons d'agir. Il y a aujourd'hui pas mal de choses qui apparaissent et je me permets de rebondir un petit peu sur ce que disait Antoine Kerviel juste avant. Vous avez pas mal d'outils qui apparaissent aujourd'hui pour pouvoir en tout cas parler du harcèlement, sensibiliser autour du harcèlement. Là, vous avez par exemple le harcélomètre qui existe aussi bien pour le harcèlement dans l'environnement personnel, par exemple, les remarques sexistes, le harcèlement de rue ou ce genre de choses, qui existe aussi pour le monde du travail. Ces outils, ils ont un même but, c'est de rendre accessible la définition du harcèlement, de la rendre opérationnelle et de faire en sorte que surtout que toute personne qui n'est pas spécialement informée sur ces sujets-là puisse bien comprendre et savoir à partir de quand les moments qu'elle connaît au quotidien sont de l'ordre du harcèlement ou non. Ça, c'est un sujet qui est assez central. Le harcèlement, il y a une difficulté en tout cas de compréhension en règle générale, c'est que c'est un sujet qui est juridique. Donc avant qu'il y ait un jugement, on ne parle pas de harcèlement. Il y a une question de culpabilité, il y a une question purement juridique en tout cas qui est liée justement au harcèlement. Et aujourd'hui, on a des personnes qui déclarent très vite les mots de harcèlement, qui vont très vite en tout cas arriver sur ces sujets-là, d'autant plus parce que c'est un sujet de société, et à contrario, parfois des personnes qui devraient le faire, mais qui n'ont pas conscience qu'il y a des faits de harcèlement qui sont en train de se dérouler devant eux. Donc il y a actuellement un travail d'éducation à faire, et c'est pour ça qu'on met à disposition en tout cas pas mal d'outils pour faire en sorte justement de déplacer la culture et la connaissance du harcèlement, sa bonne définition, sa compréhension, quand est-ce que je dois finalement alerter, comment est-ce que j'alerte, afin que chacun puisse s'en saisir. Et donc, pour rebondir encore une fois, sur ce petit harcèlement ASIO, il y aura à la fois
des contenus explicatifs, qu'est-ce que c'est que le harcèlement moral, qu'est-ce que c'est que le harcèlement sexuel, ce genre de choses, des outils faciles à diffuser, type affiches, outils, etc. Et vous allez aussi même trouver des contenus comme des fiches ateliers. Ça veut dire que vous avez une méthode pédagogique pour pouvoir animer un atelier en interne avec une équipe, par exemple. Si, par exemple, un référent harcèlement, un membre du CSE, souhaite lancer des actions de prévention du harcèlement en interne. Et donc, tout ça, ce sera accessible directement auprès d'Aesio d'ici à la fin du mois, en contenu téléchargeable, en PDF, etc. En règle générale, les mécaniques qu'on retrouve dans le harcèlement, c'est toujours à peu près les mêmes. Empêcher la victime de s'exprimer. Hein. Le but, c'est de venir un petit peu, en tout cas, casser l'environnement relationnel, ne plus dire bonjour, couper la parole, faire de la rétention d'informations. Encore une fois, de façon consciente ou non, cela, ça ne change pas. Isoler la victime, refuser les contacts, éviter les contacts, ignorer les personnes, exclure les personnes des moments d'équipe, ne plus les convier. Déconsidérer la victime, propager des rumeurs, des critiques, faire des remarques blessantes, imiter son comportement, se moquer d'elle, tout cela fait partie de comportements harcelants. Discréditer le travail de la victime, remettre en question ses capacités et compétences, demander à réaliser des tâches absurdes ou qui sortent en tout cas de ses activités, faire des critiques sans argument valable, éloigner des tâches importantes ou encore compromettre la santé physique de la victime, donc le fait d'avoir des menaces, des violences physiques ou la contraindre à des tâches dangereuses, occasionner des dégâts sur son poste de travail. En fait, ce sont des choses qui arrivent assez facilement. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant quand vous regardez le harcèlement, c'est que très souvent, c'est la succession de petits événements qui, en soi, ne sont pas spécialement alertants. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en règle générale, on a une problématique qui est assez régulière autour du harcèlement, c'est que les alertes sont toujours tardives. C'est-à-dire que très souvent, quand on parle de harcèlement, c'est une somme d'irritants. Ça fait très souvent des semaines, des mois, voire même parfois des années, qu'il y a des comportements qui sont installés, qui ont été normalisés, qui ont été banalisés, qu'on ne regarde plus parce que vous avez des phrases du type il est un peu dur, il est comme ça, ou ce genre de choses, mais en fait qui revêtent du harcèlement, et à force de banalisation, on n'y fait plus attention. Et au bout d'un moment, on a une victime qui finit par trop souffrir de la situation parce que cette situation n'est plus tenable. Là, elle prononce le mot de harcèlement et on a toute une machine juridique qui se met en marche. Et là, tout le monde a l'impression de découvrir le fait de harcèlement, alors que très souvent, lorsqu'on va écouter les témoignages, on se rend compte que toute l'équipe était au courant, qu'elle le voyait et quoi que ce soit, mais que personne ne savait spécialement quoi faire, ou qu'en tout cas, ils avaient accepté de se dire que c'était un comportement qui était devenu normal, qui était habituel. Et à partir du moment où on met le mot du harcèlement et que l'alerte se fait, là, on a beaucoup de langues qui se délient et on découvre que parfois, il y a eu plusieurs victimes, plusieurs départs qui ont été finalement dus à des mêmes pratiques. Et on a l'impression de découvrir le proto-rose, alors qu'en fait, ce sont des pratiques qui ont été mises sous le tapis pendant très longtemps. Et tout à l'heure, je vous parlais qu'on allait revenir sur le mobbing, on y revient maintenant. Le mobbing se caractérise par le harcèlement moral à l'encontre d'une personne de la part du groupe. Donc tout à l'heure, je parlais de la tête de Turc, donc cette expression hein, qui a tendance un petit peu à disparaître parce qu'elle-même est assez discriminante. C'est pour ça que je la mets avec de très gros guillemets, mais ça permet en tout cas à chacun de voir en tout cas l'image qu'il y a derrière. Les situations autour du mobbing, elles peuvent être très simples. On constate encore assez régulièrement, peut-être là où est-ce que je le constate assez régulièrement, c'est soit dans les environnements, alors je l'ai encore dans des environnements très, très masculins, milieu industriel, milieu du bâtiment par exemple, où on va avoir des personnes qui sont intégrées à des collectifs, qui viennent d'arriver, qui vont, par exemple, devoir un peu se faire les dents sur des tâches un peu difficiles. Et en fait, parfois, malheureusement, les façons d'intégrer les nouveaux arrivants sont quasiment de l'ordre du bizutage, voire même du mobbing. Du type, là, on l'a encore vu il n'y a pas forcément très très longtemps, une personne qui, pendant une semaine, lorsqu'il laissait ses affaires dans le frigo afin de pouvoir manger le midi, à chaque fois, c'était en partie mangé. C'est des choses qui, si elles se poursuivent, font écho à du bizutage et font écho à du harcèlement. Et en fait, cette personne, quand elle en a parlé, elle se rend compte qu'il n'y a pas que ce comportement-là qui arrive. Les personnes prennent leur pause sans lui. Les personnes font en sorte de faire des remarques
qu'il ne peut pas comprendre en utilisant des langages sur lesquels il ne peut pas, en tout cas, il ne peut pas comprendre en tout cas ce qui se dit. Autant d'éléments en tout cas qui commencent déjà, alors que cette personne est là seulement depuis une petite semaine, en tout cas à se dire, le collectif est un petit peu toxique, et surtout si ça continue, est-ce que je me maintiens? Le boulot se passe bien, mais l'équipe a des comportements qui me semblent harcelants, et est-ce que j'ai envie de me maintenir dans cette structure? Et donc le mobbing, ça peut être ça, ou ça peut être là où est-ce qu'on le constate aussi, c'est dans les environnements avec des compétitions assez importantes, des environnements très concurrentiels, très compétitifs, où ceux qui performent moins vont avoir tendance à être mis à mal par ceux qui performent plus. C'est sous couvert évidemment de performance, de motivation, ce genre de choses, mais ça reste des comportements qui sont assez proches du harcèlement et qui laissent des faisceaux d'indices, en tout cas, qui peuvent être préjudiciables pour les personnes qui les commettent. Si on avance un petit peu là-dessus, et là, il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Derrière la notion de harcèlement, lorsqu'on parle d'éléments juridiques, on parle fondamentalement de faits. Ça veut dire que lorsque vous allez faire une enquête harcèlement, vous allez chercher s'il y a des faits qui existent, des situations qui existent, des mots qui ont été prononcés, qui peuvent, en tout cas, faire penser à du harcèlement. Mais en fait, derrière le harcèlement, il y a une forte question de perception. Et je pense que vous pouvez assez facilement trouver dans votre entourage professionnel ces dernières années des personnes qui, alors qu'il n'y avait pas réellement de situation de harcèlement véridique, se sentent harcelées et commencent à présenter des symptômes de mal-être, commencent à vouloir partir de leur société, à se mettre en arrêt de travail, à être vraiment mal et à présenter une santé mentale, par exemple, dégradée, alors que factuellement, vous n'avez pas l'impression qu'il y a du harcèlement. Quand vous posez la question, bon, oui, en effet, il t'a repris, mais je trouvais ça naturel, ou en tout cas normal. Mais en fait, pour la personne, elle est réellement en souffrance. Et de l'autre côté, vous avez des personnes qui se retrouvent dans des situations qui sont fondamentalement harcelantes. Il n'y a pas de question à se poser, en fait. Les comportements sont là, les faits sont là. Si la personne demain allait saisir un avocat, les prud'hommes, un élu ou quoi que ce soit, elle n'aurait aucune difficulté à monter un dossier et à gagner sur ces faits de harcèlement, mais cette personne ne se sent pas harcelée. Parce que jusqu'à maintenant, ça a toujours été comme ça fait partie de ce qui est acceptable pour elle. Et donc du coup, ça ne la dérange pas, elle n'en souffre pas. Donc c'est vraiment une notion qui est assez centrale et qui aujourd'hui est en cours de définition. Naturellement, vous allez le voir, et c'est quelque chose qui est assez actuel, le mot harcèlement, il y a une forme, encore une fois, attention à ce que je dis, s'il y a une forme d'effet de mode parfois autour du mot harcèlement, il est arrivé beaucoup dans les bouches de beaucoup de personnes, sans pour autant comprendre ce que cela veut dire, et vous allez le voir notamment dans l'exemple que je vais vous donner tout à l'heure. Il y a certaines personnes qui sont surprises de ce qui se passe quand on parle de harcèlement par la suite, ça lance toute une machine. Mais aujourd'hui, la définition de ce qu'il y a derrière le mot harcèlement, la réalité de ce que cela déclenche, la réalité de ce que cela veut dire, c'est encore en cours de définition pour beaucoup de personnes, et c'est encore quelque chose d'assez méconnu. Donc raison pour laquelle, en tout cas, la sensibilisation, l'explication, le partage autour du harcèlement est hyper important auprès de nos structures, et c'est évidemment un sujet qu'il faut répéter, afin qu'il puisse devenir clair, justement, dans l'état d'esprit de chacun. Si je vous donne quelques environnements qui amènent un terreau fertile au harcèlement. Donc en gros, les modes organisationnels, les modes de fonctionnement qui fait que naturellement, dans ces environnements-là, le harcèlement a tendance à pointer le bout de son nez un peu plus facilement. Déjà, première chose, les entreprises où il y a un culte du résultat. Vous avez malheureusement des sociétés dans lesquelles, à partir du moment où on est un gros performeur, un gros contributeur, on accepte des comportements déviants. Des comportements moqueurs. Je vais vous donner, alors attention, je vais taper dans un stéréotype, les structures très commerciales, d'accord, ou les environnements très concurrentiels de la finance, très élitistes de la finance par exemple, dans lequel on a des personnes qui font des journées à rallonge, qui ont un culte du résultat qui est très très fort, qui sont extrêmement indexés financièrement parlant sur leur performance financière. À terme, on finit par avoir parfois des portes ouvertes, des tolérances à des comportements déviants parce que ces personnes performent.
Et là, on ouvre une brèche qui est assez importante au comportement harcelant. La deuxième chose qui a tendance en tout cas à apparaître beaucoup, c'est les entreprises dans lesquelles il y a un flou artistique d'un point de vue organisationnel. L'organisation est peu structurée, elle cultive le flou dans son fonctionnement, laissant à chacun la libre compréhension de ses activités, de ses possibilités, et sans recadrage ou sanction en vue. Chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Il n'y a pas de fiche de poste. Il n'y a pas d'organisation très ancrée. Il n'y a pas de mode de fonctionnement, de procédure qui existe. Et ben dans ces sociétés-là, à partir du moment où est-ce que les environnements sont flous, on peut laisser aussi un peu plus facilement des conflits de rôle apparaître, des situations qui peuvent être en tout cas harcelantes à terme, pas spécialement d'une personne vers une autre, mais plutôt en cultivant finalement des situations conflictuelles et des conflits de rôle dans la structure. L'impunité hiérarchique, là il y a un sujet qui est assez fort encore une fois, et ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup en tout cas dans nos entreprises françaises. En tout cas c'est quelque chose qu'on constate assez régulièrement dans les enquêtes pour lesquelles on est sollicité. Les fonctions qui incarnent les décisions, les sanctions ou le cadre, la direction, les ressources, protègent l'organisation plutôt que l'humain, ferment les yeux délibérément. Alors, ferme les yeux, je vais plutôt dire, c'est on espère que ça va se résoudre sans qu'on ait besoin d'intervenir. On sait qu'il y a une situation qui est difficile dans tel service, on ne sait pas spécialement comment la résoudre ou comment intervenir, on sait que si on met les mains dedans, ça va être très compliqué, donc on préfère attendre, en espérant que ça se résolve. Si ça ne se résout pas, à partir du moment où il y aura le mot harcèlement qui sera proposé, ben on n'aura pas le choix, on devra y aller, mais pour l'instant, en tout cas, on attend. Et ça, c'est presque 2 enquêtes harcèlement sur 3 qui sont finalement dues à un manque de décision, alors que les sujets étaient connus depuis bien longtemps. La banalisation, le petit sexisme, le bizutage ou les autres petits comportements limites. Alors ça, c'est des choses qui bougent beaucoup ces dernières années, et d'ailleurs, c'est assez impressionnant de le voir dans les sociétés. Ben, on tolère des blagues ou des comportements limites parce qu'ils font partie des usages, de la culture, et le fait qu'ils existent, ça déplace ce qu'on appelle les limites de l'acceptable. Alors, il y a par exemple quelque chose qui existe en politique, vu qu'on est dans le sujet des municipales, je fais juste un petit éclairage par ça, il y a quelque chose qu'on appelle la fenêtre d'Overton en politique. C'est au fur et à mesure des années, en fonction de ce qui arrive dans une société, des figures politiques qui composent par exemple une élection présidentielle, des élections municipales ou quoi que ce soit, surtout des élections présidentielles, on déplace la fenêtre d'Overton. Ça veut dire que des choses qui étaient acceptables il y a 30 ans ne le sont plus aujourd'hui, et vice-versa. Et bien pareil, dans les sociétés, il y avait d'ailleurs, on peut voir parfois cette déconnexion avec des personnes qui ont connu la société il y a très longtemps et qui aujourd'hui voient les nouvelles façons de fonctionner. Et ben en fait, vous avez au fur et à mesure de l'évolution de la structure, des changements qui s'opèrent, une fenêtre d'Overton qui se déplace, des limites de l'acceptable qui se déplacent, qui fait que des choses qu'on pouvait faire auparavant ne sont plus acceptées aujourd'hui. Je donne un exemple qu'on a eu il n'y a pas très longtemps. Attention cependant à la banalisation. On a des effets inverses. Je donne un exemple, il n'y a pas très longtemps, dans une société du bâtiment, on a eu un monsieur qui a fait une blague très déplacée, une jeune femme qui était alternante dans cette société qui était alternante en ressources humaines, qui a très mal pris une remarque sexiste, alors qu'elle-même avait joué à un jeu qui était un petit peu tendancieux juste avant avec ce monsieur. Et ben en fait, cette jeune femme est partie faire une alerte harcèlement et propos sexistes. Ce monsieur s'est retrouvé mis à pied conservatoire. Ils ont licencié ce monsieur qui était en poste depuis maintenant 35 ans dans la société parce qu'il y a eu une petite erreur juridique. Ils ont fait une mise à pied conservatoire, donc ils ont été obligés de licencier ce monsieur. Alors que réellement, ce qui avait été dit et ce qui avait été fait, s'il y avait eu une enquête harcèlement, ça se serait arrêté au bon, il y a un recadrage à faire, mais il n'y a pas besoin d'aller en tout cas beaucoup plus loin. Et surtout, il y avait eu 2 fautifs dans cette histoire. Tout n'était pas imputable au monsieur. Et donc, attention, de l'autre côté, on ne doit pas banaliser, mais on ne doit pas non plus taper trop fort et faire en sorte d'avoir des échelles de sanctions qui vont être adaptées à ce qui est en train de se passer dans la société et aux évolutions culturelles de la société. Et la dernière chose, c'est l'individualisme. Les environnements sur lesquels on a une très grosse mise en concurrence interne, qui empêchent en fait la solidarité et qui isolent les victimes, ce sont aussi des environnements dans lesquels le harcèlement a tendance à apparaître un peu plus. Notamment, on pensera parfois aux personnes qui ont des fonctions sur lesquelles il n'y a pas spécialement de travail d'équipe,
J'entends, par exemple, on a eu une situation il n'y a pas très longtemps dans une structure commerciale sur laquelle vous avez un commercial par région. Les personnes se voient 3 ou 4 fois dans l'année. Le manager est assez distant dans ses relationnels. Ces personnes ont une très forte autonomie. Et ben, en fait, on a des personnes qui se sentent isolées. Et lorsqu'il y a des faits de harcèlement, ou en tout cas des faits de souffrance au travail qui apparaissent, il y a très peu de soutien, en tout cas perçu, vis-à-vis de l'équipe, et très peu de soutien, et en tout cas peu de facilité à aller trouver aussi des interlocuteurs au siège ou ce genre de choses parce qu'on ne les connaît pas, parce qu'on ne les trouve pas en proximité. Et donc, on a ces personnes qui ont tendance à préférer partir plutôt qu'à actionner des leviers de prévention en interne. Et en fait, très souvent, vous le voyez, le harcèlement, il s'insinue dans les failles. À chaque fois que dans un système, une organisation, vous avez des failles, que ce soit cette petite culture du résultat, des flous artistiques, un manque de décision, c'est exactement là où le harcèlement vient se placer. Et les conséquences sur le long terme, je vais les passer très vite, mais je pense que vous les connaissez déjà pour une bonne partie. Épuisement, fatigue chronique, une baisse de l'estime de soi, c'est quelque chose qu'on constate assez régulièrement. Sentiment de culpabilité, de honte, voire même par la suite des troubles de santé mentale qui peuvent apparaître en tout cas. On a même des situations traumatiques, des personnes qui vont du coup mettre en place en tout cas des arrêts longs, des cauchemars, et même des choses qu'on a tendance à avoir assez régulièrement, c'est que des personnes qui ont connu des faits de harcèlement, il y a un avant et un après. On a des personnes qui vont être assez fragilisées, et dès qu'il y a des faits qui peuvent être une petite remarque déplacée, une petite moquerie, ce genre de choses, bah, chez cette personne, ça provoque en tout cas des effets qui vont être parfois un peu surdimensionnés, mais avec des niveaux de souffrance, ou en tout cas des niveaux d'alerte qui vont être assez importants pour cette personne, alors qu'en soi, le fait n'était pas condamnable en lui-même, mais la personne a des niveaux d'alerte qui sont beaucoup plus importants que en fait, du fait du traumatisme précédent. Il y a une chose qui est intéressante qui a tendance à revenir, c'est oui, mais en fait, le harcèlement, si on fait pas exprès, c'est pas grave. Alors, c'est déjà des mots que j'ai entendus. Hein. En fait, au regard de la justice, c'est pas important. Du moment qu'il y a des faits de harcèlement, qu'ils soient faits de façon volontaire ou non, il y a fait de harcèlement. Il n'y a pas besoin d'avoir une volonté de nuire pour en tout cas qualifier un fait de harcèlement et pour faire en sorte qu'il soit condamnable. Et donc même d'ailleurs bien souvent, dans les situations qu'on peut connaître auprès des entreprises qu'on accompagne, on a des personnes en fait qui ne se sont pas du tout rendues compte qu'ils étaient harcelants. Ils ont continué à pratiquer des méthodes managériales qu'ils avaient reçues auparavant. Par exemple, en changeant d'entreprise, bah, ils mettent en pratique des modes de fonctionnement qui marchaient auparavant. Mais en fait, dans la nouvelle culture, dans cette nouvelle société, bah, ça ne fonctionne pas. Ça tranche avec la culture qui est en place et ces personnes se retrouvent avec une plainte pour harcèlement. Ça, c'est des choses qui arrivent assez régulièrement. Et là, les personnes découvrent qu'elles ont nui sans penser qu'elles allaient pouvoir nuire. Donc, pas besoin qu'il soit volontaire pour qu'il soit condamnable. Et là, il y a une question que je vous pose à vous, et d'ailleurs, je vous propose ce petit sondage. Est-ce qu'il y a un profil de harceleur, ou est-ce que, d'après vous, on peut tous être harceleurs? En toute logique, vous avez ce sondage qui va apparaître directement sur votre écran. Donc, est-ce que toute personne, d'après vous, peut être un harceleur à un moment de sa carrière, ou est-ce que c'est réservé à un certain type de profil? Ça veut dire que vous avez des personnes qui ont des profils psychologiques, peut-être des profils pathologiques, qui font que cette personne a un profil de harceleur et va avoir tendance à harceler dans sa vie pro, et d'autres personnes ne harcèleront jamais. Donc, en toute logique, vous avez une petite minute en tout cas pour réaliser ce sondage. Et je vais juste me permettre de fermer la fenêtre afin d'éviter les lumières dans les yeux. Oh. On va essayer de trouver un petit entre-deux. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez bien eu en tout cas le sondage et que vous pouvez y répondre actuellement. Je crois qu'il y a une petite minute en tout cas pour pouvoir y répondre. Oui, je confirme que le sondage est bien été lancé et il y a une majorité sur tout le monde peut être harcelé. Ouais. Merci Antoine. Et en effet, toute personne peut être harceleur. On a d'ailleurs
On a d'ailleurs parfois des personnes qui, alors, attention aux mots que je vais employer encore une fois, mais c'est pour bien comprendre les choses, on a parfois des harceleurs bienveillants, des personnes qui pensent bien faire et qui, sans le savoir, ont des comportements harcelants. Je vais vous donner un exemple qu'on a eu il n'y a pas très longtemps. Une personne qui s'est retrouvée, qui a porté plainte finalement pour harcèlement, parce que en gros placardisation, les modifier ses missions, ce genre de choses. Et en fait, sa manager venait d'arriver dans son service et elle a vu que cette personne était en difficulté pour réaliser une partie de ses missions et en fait, elle a déchargé la moitié quasiment de son emploi du temps. En pensant bien faire, en se disant bah, je vais lui en mettre moins, au moins ça lui permettra de pouvoir bien gérer tout. Et en fait, cette personne a très mal pris parce qu'elle a pensé que du coup, on lui faisait un retour d'incompétence ou ce genre de choses. Et donc, du coup, il y a eu derrière toute une enquête harcèlement qui a été déléguée, qui n'a conclu à rien en termes de harcèlement. Mais cette personne, en tout cas, avait très mal vécu ça, alors qu'à la base, c'était fait de la part de sa manager pour lui rendre service. Il y a eu un manque de discussion apparemment à un endroit. Donc, en effet, toute personne peut être amenée dans sa vie, consciemment ou inconsciemment, à des comportements propres au harcèlement. Si maintenant, je vous mets juste un petit point sur comment est-ce qu'on agit en règle générale et les bonnes pratiques à garder en tête autour du harcèlement. Donc, il y a vraiment une grosse évolution ces 10 dernières années, et je vous en donne quelques-uns. Donc, il y a notamment le renforcement d'obligations de prévention. L'entreprise a l'obligation, en tout cas, de mettre en place des actions de prévention, sans quoi elle peut être condamnable et condamnée pour cela. Le sexisme, les agissements sexistes, mais désormais aussi intégrés au Code du travail. Il y a toujours quelques années, c'est des sujets assez récents. Il y a aussi des évolutions sur les notions de cyberharcèlement, qui a été un grand flou pendant de nombreuses années et qui aujourd'hui est de mieux en mieux défini. On a aussi le barème Macron, alors, qui est plus ou moins bien utilisé. Donc le déplafonnement, en tout cas, des indemnités que l'on peut recevoir lorsque, par exemple, l'affaire fait référence à du harcèlement. Il y a ça notamment, il y a une petite chose qui peut avoir tendance à apparaître, c'est que malheureusement, par exemple, auprès des prud'hommes, on a beaucoup de dossiers qui apparaissent à harcèlement, enfin qui apparaissent avec des motifs de harcèlement, alors qu'il y a très peu de faits de harcèlement, mais vu qu'il y a la possibilité d'aller chercher des indemnisations complémentaires, on a des dossiers pour harcèlement qui ne sont pas réellement des dossiers. Malheureusement, ça décrédibilise les personnes qui viennent vraiment porter des dossiers pour harcèlement. Il y a une protection renforcée désormais pour les témoins pour éviter les représailles. Il y a une absence de conséquences lors de signalement pour les témoins, pour les victimes. Et les notions de harcèlement institutionnel. Donc le harcèlement institutionnel, c'est le fait d'avoir une organisation, un service, en tout cas, qui a des pratiques harcelantes, pas seulement une personne, mais plutôt un mode de management, un mode de fonctionnement qui est connu comme du harcèlement institutionnel. On en a tous connu un, France Télécom, par exemple, ça a été l'un des cas, en tout cas les plus connus, de harcèlement institutionnel. Et si je dois vous donner 2 conseils principaux, en tout cas sur les notions de harcèlement, il y a le fait de multiplier les actions de prévention, et de 2, de sortir le harcèlement du carcan des RH. En fait, si vous regardez, dans 90-95% des situations de harcèlement qu'on pourrait qualifier de harcèlement quand il dérive, s'il est pris à temps, ce ne sont que des irritants. On a quelques situations rares, je vais dire à peu près 1 cas sur 15, 1 cas sur 20 de situations de harcèlement sur lesquelles on a vraiment des gens qui ont la volonté de nuire, qui ont des comportements harcelants avérés et sur lesquels il n'y a aucun doute. Très souvent, les comportements harcelants, les situations de harcèlement, ce sont des situations qui ont dérivé. Des petites choses qui ont été tolérées, des irritants qui se sont amoncelés et qui, à terme, vu qu'il n'y a pas eu de communication, vu qu'il n'y a pas eu de recadrage, ont pris une proportion telle que c'est quelque chose qui est devenu inextricable et sur lequel on doit trancher et cadrer assez fortement par la suite. Alors, multiplier les actions de prévention, le but, c'est de déplacer la culture de l'entreprise vers des comportements qui sont plus appropriés. Il y a 20 ans, on ne pouvait pas se permettre les mêmes comportements qu'aujourd'hui, parce que les choses ont évolué, les notions de harcèlement ont évolué. Le but, c'est de donner une ligne directrice et cohérente, de clarifier et de partager les règles communes. En tout cas, là, ce sont bien des choses qui doivent être portées, en tout cas par la direction, et pas seulement par un service RH.
des diffusions via des affichages, des intranets, des mailings, des actions qui sont portées par le CSE ou appuyées par des associations, des sociétés extérieures. Le CSE, en tout cas, s'empare de ces sujets et peut très bien faire les choses. Le but, c'est d'impliquer l'ensemble des strates de la culture à ces actions, qu'on aille du collaborateur et l'ensemble des membres de la direction. Les indicateurs de réussite, c'est évidemment des baisses des comportements sexistes ou d'enquête, des limites de turnover, une amélioration de la qualité du travail. Mais à contrario, et ça c'est intéressant, on a parfois des entreprises qui disent bon, maintenant aujourd'hui on fait beaucoup de diffusion sur les enquêtes harcèlement, bah, par contre on est d'autant plus sollicité pour plein de situations de presque harcèlement. C'est-à-dire qu'avant on avait peut-être 3 ou 4 affaires de harcèlement qui étaient positionnées. Bah, aujourd'hui on vient nous alerter pour pas mal de petites situations limites qui existent. Bah, en fait c'est normal. C'est normal parce que si on en parle, si on en fait un sujet, si on l'ouvre, bah, naturellement, ça remonte un petit peu plus. Mais ce n'est pas un problème, au contraire, c'est que votre culture du harcèlement, votre communication du harcèlement, elle porte ses fruits et qu'on ose aujourd'hui en parler et qu'on ose évoquer les irritants avant qu'ils prennent plus d'espace et qu'ils deviennent potentiellement du harcèlement. Donc ça veut dire qu'en fait, vos signaux d'alerte sont remontés plus efficacement qu'auparavant. Et je vous montre par exemple quelques petites choses qui sont intéressantes qu'on a pu faire, d'ailleurs pour certaines avec Aesio. Là par exemple, ces petites BD, en tout cas, c'est des choses qu'on avait fait dans une structure sociale pour pouvoir faire en tout cas de la sensibilisation. Le but de ces actions de sensibilisation, c'est pas forcément la satisfaction de se dire on a parlé, on a parlé du harcèlement, c'est aussi de passer un message en disant vous, personnes qui avez des comportements qui sont déplacés, attention, c'est un sujet. Ce sont des actions qui ont des buts qui sont informatifs pour la totalité des personnes pour qu'elles puissent cibler les comportements de harcèlement et pouvoir alerter lorsqu'il y en a, mais aussi de passer un message aux personnes qui ont des comportements limites, qu'ils le sachent ou non d'ailleurs. Mais ça passe le message du « attention, c'est un sujet », et si on communique, c'est que ça veut dire qu'on va aussi durcir le discours sur ces sujets-là. Et ça, c'est hyper intéressant de le faire, parce que, ce sont des actions qui ne coûtent pas grand-chose forcément en termes de coûts, d'actions, ce genre de choses. Et ce sont des actions qui ont des impacts qui sont assez intéressants pour pouvoir en tout cas déplacer la culture de l'entreprise. Évidemment, il y a les affichages classiques sur les affichages gouvernementaux. Vous avez pas mal d'affiches qui existent sur les sites du gouvernement directement. Alors que là, je vous ai mis le ministère de l'Éducation nationale parce que ces affiches, je pense que pour beaucoup, vous avez des enfants, vous les avez sûrement vus, ou ce numéro du 3018, vous l'avez déjà entendu. Il existe la même chose dans le secteur professionnel. Et il y a une nouvelle chose qui apparaît depuis maintenant quelques années. Moi, je vous conseille de vous y intéresser, en tout cas, si vous souhaitez aller plus loin sur la prévention. C'est ce qu'on appelle le théâtre forum. Le théâtre forum, il y a encore quelques années, lorsqu'on le proposait auprès des sociétés, on était un petit peu regardé, alors on va dire comme avant-gardiste, mais aussi parfois un peu comme des gens un peu étranges. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est des choses qui apparaissent de plus en plus. Le théâtre forum, en fait, ce sont des acteurs qui vont jouer des scènes de travail qui sont très souvent inspirées de faits réels et qui vont être jouées devant les personnes afin que ces personnes puissent décrypter où est-ce qu'il y a eu des faits harcèlement, qu'est-ce qui aurait dû être dit, à partir de quel moment la situation a dérivé, ce genre de choses. Et ce sont des choses qui sont très participatives. Et on peut le faire du coup auprès d'une équipe, d'un collectif, on peut le faire dans le cadre d'une formation managériale, on peut le faire devant 10 personnes, on peut le faire devant 50 personnes, on peut le faire même devant 200 personnes, c'est aussi ce qu'on a déjà fait aussi pour certaines structures. Et là, ici, vous avez vraiment des actions qui sont coup de poing et qui permettent d'ancrer, en tout cas dans la culture, de marquer. Très souvent, ça choque un peu, c'est aussi le but. Et de venir, en tout cas, adresser le message assez fortement autour du harcèlement. Et pourquoi est-ce que le harcèlement il doit sortir du carcan des RH? Gérer le harcèlement, c'est pas seulement avoir un listing de prestataires d'enquête ou de procédures nettes de résolution. Malheureusement, par exemple, pour beaucoup de sociétés aujourd'hui, c'est le cas. Qu'est-ce que vous avez, quand on demande à certains RH qu'est-ce que vous avez aujourd'hui pour le harcèlement, on sait quoi faire si jamais il y en a. Et qu'est-ce qui est fait pour éviter que ça arrive? Là, par contre, on a un peu moins de choses à proposer. La survenue d'un harcèlement est généralement un constat d'échec. C'est des signaux faibles qui sont très souvent apparus depuis des mois, voire des années, qu'on n'a pas spécialement vus. Et le but, c'est d'associer l'ensemble des acteurs de la société à la détection, la résolution, l'alerte sur les constats et les comportements qui sont déviants ou inappropriés, en fait, de développer une culture professionnelle qui refuse le harcèlement. Et les indicateurs de réussite, encore une fois, quand on sort le harcèlement du carcan des RH, ce sont les mêmes. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait plus de presque harcèlement, de situations d'irritants, en tout cas, qui apparaissent et qui remontent. C'est tout à fait normal et en fait, c'est bon signe.
Et là, je vous ai remis grosso modo un petit schéma finalement de la stratégie. Je vais juste vous donner les 4 axes principaux qui sont importants à retenir. Si jamais les 4 ne sont pas respectés, encore une fois, on crée une faille. La première, si j'ai une super politique harcèlement, mais que j'ai aucun membre de la direction qui le relaie, voire même pire, et c'est malheureusement quelque chose qu'on constate, j'ai des membres de la direction qui eux-mêmes ont des comportements limites, c'est difficile d'être crédible. Sans engagement de la direction, sans appui de la direction, que ce soit dans l'allocation des ressources ou dans l'exemplarité, ça veut dire que toutes vos actions de harcèlement derrière vont malheureusement en fait, avoir tendance à faire un pétard mouillé. Voire même, ça va juste avoir tendance à créer un manque de confiance complémentaire à ce qui était déjà installé auparavant. Les canaux de signalement, il faut que chacune des personnes dans votre société sache qui ils peuvent solliciter et qu'ils puissent se sentir en sécurité dans le fait d'aller soit remonter une situation de harcèlement qu'ils subissent, qu'ils reçoivent, soit quelque chose qu'ils ont constaté. Si jamais il n'y a pas de sécurité dans le fait d'aller alerter sur des comportements déviants, généralement, on maintient l'omerta finalement, on maintient le fait de ne pas pouvoir le dire. Il y a évidemment la formation, les ateliers, le fait de pouvoir faire des actions, par exemple, de théâtre-forum. Toutes ces actions, ce sont des façons de venir évoquer le sujet du harcèlement, de diffuser la culture et la détection des comportements harcelants et de dire aux personnes qui les profèrent, attention, on regarde. Et évidemment, il n'y a pas que les managers, c'est tous les salariés aussi qui peuvent être concernés par ces formations, ces accompagnements, ces ateliers. Et la dernière chose, c'est un cadre de sanction qui est clair. Si jamais le harcèlement n'a pas de sanction, si jamais il ne se passe rien lorsqu'il y a des faits, si jamais on préfère étouffer les affaires plutôt que d'agir dessus, encore une fois, c'est une faille complémentaire qui autorise le harcèlement. Donc, à partir du moment où vous avez trouvé la faille de la société dans laquelle vous trouvez, vous savez ce sur quoi on doit agir. Et je vous montre juste 4 cas. Et Antoine, évidemment, s'il y a des questions qui sont présentes, on va pouvoir les attaquer juste après. Je vous montre les 4 cas. La première, une société de transport. Alors, c'est que des cas en Normandie ou en région parisienne que je vous propose ici. Une mésentente entre un responsable de maintenance et une élue CSE. Les deux ont des tempéraments forts. Les mots montent et les confrontations se font très régulières. Et un jour, le responsable maintenance envoie un mail au RH en disant, en employant le mot harcèlement, en disant j'ai l'impression que cette personne me harcèle, quoi. Ça devient, les échanges sont tellement difficiles que c'est du harcèlement. Et le responsable maintenance s'est retrouvé étonné en se disant mais la RH a délégué toute une enquête administrative pour savoir ce qui se passait, ce genre de choses. Et le responsable maintenance a dit mais moi je pensais pas qu'il allait se passer tout ça, en fait je voulais juste alerter sur le fait qu'il y ait des comportements déviants. Mais ça faisait tellement longtemps que c'était en route, et vu que le mot harcèlement a été prononcé, on a lancé le branle-bas de combat. La situation a donné lieu à il n'y a pas de harcèlement, mais par contre, il y a besoin de faire une médiation, et en tout cas de travailler un peu sur les modes d'échange, les modes de communication de ces deux personnes. Mais vu que ça n'a pas été écouté, vu que ça n'a pas été traité, ça a mis des mois, ça a fini par devenir une situation complexe. J'ai dans le milieu du spectacle une directrice de structure qui a un tempérament et des mots très forts, qui prend des décisions unilatérales et non concertées, qui use des propos dévalorisants auprès de son équipe et de critiques, et qui s'emporte très régulièrement. Les équipes ont fini par diligenter une enquête RPS. Mais clairement, c'était plutôt des faits harcelants, en tout cas des modes managériaux qui étaient inadaptés. Pour cette enquête-là, en fait, nous, on est intervenus. La seule chose, c'est que quand vous avez la directrice qui est la principale intéressée par cette enquête-là, évidemment, on a des personnes qui vont avoir tendance à bloquer les choses. En fait, dans ces cas-là, après, c'est l'inspection du travail qui arrive et qui a tendance à taper un peu plus fort. Parce qu'en tout cas, les sociétés de conseil, on n'a pas de pouvoir coercitif, on a un pouvoir de conseil. Si la personne ne souhaite pas, en tout cas, agir, généralement, on a des actions, en tout cas, plus fortes qui peuvent être faites par des instances comme l'inspection du travail qui vont intervenir avec plus de force. J'ai aussi un manager qui cadre régulièrement un salarié pour des manquements professionnels, alors que jusqu'à maintenant, il n'avait jamais eu de retour négatif. Le salarié finit par saisir les élus et prononce le mot harcèlement. En fait, là, ici, il n'y a pas eu grand-chose, en tout cas. C'était surtout qu'il y a eu un changement managérial. Il y avait auparavant un manager qui était assez, on va dire, tolérant, qui tolérait pas mal de retard et de manquements. Le nouveau manager n'a pas spécialement, en tout cas, n'est pas cette même marge de manœuvre. Et en fait, cette personne a fini par recevoir un avertissement en appui. Donc, on a même parfois des situations de harcèlement qui se retournent contre la personne qui avait remonté les choses. Et une petite dernière qui est pas négligeable.
Là, celle-ci, on était arrivé bien après, hein, c'est une histoire qu'on a constatée. Une salariée qui reçoit des avances et des gestes déplacés de la part d'une des managers qui est reconnue, qui est depuis 35 ans dans la société, dans un ESAT, dans lequel elle agit en tant que monitrice. Elle a fait plusieurs remontées, elle a saisi le CSE, elle a saisi des élus, ce genre de choses. Aucune décision n'est apparue, parce qu'en fait, on a plutôt une direction qui a souhaité taire la situation, parce que le manager partait en retraite dans un an. Donc, ils ont accepté, ils ont préféré laisser la personne partir en arrêt maladie pendant un an, laisser couler la situation, mais autant dire que lorsque la personne est revenue, elle s'est juste retrouvée complètement démunie et ne s'est pas du tout sentie soutenue par sa direction alors que les faits étaient là. Donc, si je dois conclure en 2 petites minutes, évidemment, il y a plein d'outils qui existent, que ce soit associatifs, sur les sites web, ce genre de choses. N'hésitez pas à aller vous en inspirer pour pouvoir en tout cas vous informer dessus. Je vous ai mis quelques petites questions complémentaires, mais que je vous laisserai découvrir par la suite, pour pouvoir en tout cas voir les questions à se poser pour savoir si finalement la reconnaissance du harcèlement dans ma société, elle est bien faite ou pas. Et surtout, je termine juste sur ces sujets-là. En fait, généralement, quand on parle de harcèlement, il est déjà trop tard. Ça veut dire qu'il y a eu pas mal de failles, pas mal de choses qui ont été laissées couler auparavant. Et on préfère, en règle générale, c'est ce qu'on dit aux sociétés, à nos clients, même si c'est des choses qu'ils ont parfois un petit peu de mal à entendre. Je préfère avoir plus de petits problèmes d'irritants qu'avoir des gros problèmes de harcèlement, tant en termes de coûts qu'en tant que gestion, etc. Parce qu'une fois que le mot harcèlement est placé, il y a un avant et un après. C'est un point de non-retour qui est passé. Les managers, les représentants du personnel, les salariés sont les premiers acteurs de prévention. Ce sont eux, en tout cas, les premiers à pouvoir faire remonter ces faits. Le levier le plus efficace, en tout cas, pour faire diminuer cela, c'est la culture de la prévention. Et le harcèlement, ce n'est pas un sujet RH, au même titre que les RPS en règle générale, c'est bien un sujet de gouvernance. Donc, si vous souhaitez agir, en tout cas, dessus, ce n'est pas que des actions RH, ce sont bien des actions de sensibilisation au global, des actions qui doivent être portées par l'ensemble des personnes et qui doivent être, en tout cas, diffusées non pas seulement au management, mais bien à l'ensemble des salariés pour déplacer la culture autour du harcèlement. Et on le voit notamment ces 5 dernières années autour du Women Empowerment, donc le fait de valoriser par exemple les contributions féminines dans les entreprises qui sont très masculines par exemple. Et ben, on voit en tout cas que la culture change et notamment pas mal de sociétés qui ont pris ces sujets de harcèlement. C'est un constat qui est fort. Il y a plus de petits sujets d'irritants à traiter au quotidien, ça c'est une certitude. Par contre, ces personnes ont vu clairement les enquêtes harcèlement, en tout cas, diminuer dans leur société à partir du moment où elles se sont saisies du sujet. Donc, n'hésitez pas. Et moi, si je dois vous conseiller 2 choses à tester et sur lesquelles vous intéresser, affichage, affichage, affichage. Ça, c'est vraiment en tout cas des choses qu'on doit matraquer ou les petits ateliers en interne. Et intéressez-vous au théâtre forum. C'est vraiment un format qui marche très, très bien pour ces sujets, que ce soit pour adresser des sujets de management, en règle générale, et de pratique managériale, ou vraiment pour le harcèlement, ça marche très bien. Il y a des acteurs qui sont très très bons là-dessus, des troupes qui font très bien leur boulot pour sensibiliser au harcèlement. Merci beaucoup Mehdi pour cette présentation et cette déconstruction autour du sujet du harcèlement. On n'a pas reçu particulièrement de questions dans le chat. Juste peut-être une petite précision qui est demandée sur l'utilisation du mot carcan Ouais. pour la partie RH. Mais voilà, je pense que c'était surtout pour dire, en tout cas de ce que j'en ai compris, hein, qu'il ne fallait pas se limiter au périmètre plutôt des RH, mais voilà, d'intégrer l'ensemble des parties prenantes qui peuvent agir sur ce sujet du harcèlement. Mais je te laisse compléter et répondre à Véronique si tu veux. Ouais, exactement. En fait, quand on parle du carcan des ressources humaines, je fais juste une petite aparté. Aujourd'hui, dans beaucoup de structures, on revoit un discours qui est toujours à peu près le même. Je vais parler des RPS au global, puisque le harcèlement en fait partie. Les RPS, c'est un sujet RH. D'accord? Et en fait, à partir du moment où est-ce qu'on dit ça, on fait une erreur qui est fondamentale. Parce que la santé au travail, alors certes, on attend des RH que ce soit eux qui animent en tout cas ces sujets-là d'un point de vue opérationnel, mais en fait, c'est un sujet réellement de gouvernance, parce que les impacts, en fait, ils sont sur l'ensemble des fonctions, et notamment sur la question quand on parle de carcan, c'est de se dire que pour moi, la question du harcèlement, la question de la prévention de la santé mentale ou de la santé physique en règle générale, ça doit faire partie, en tout cas, réellement des sujets qui doivent être
discuter au sein d'un comité de direction et pas seulement d'un sujet qui doit être porté par des ressources humaines parce que ça touche à l'ensemble des fonctions de la société. Et là, pour vous donner une petite idée, il n'y a pas très longtemps, on est arrivé dans une structure dans l'habitat social, où comment dire, on est parti justement sensibiliser l'ensemble des personnes sur les sujets des ressources humaines et on se rend compte d'une chose, c'est que les idées autour du harcèlement, les idées autour des risques psychosociaux ne sont pas complètement matures chez l'ensemble des membres des comités de direction. J'ai encore, par exemple, donc dans l'habitat social, hein, donc on est quand même dans un environnement dans lequel on a beaucoup d'arrêts pour des situations de santé mentale. J'ai encore des propos, malheureusement, du type oui, bon, les personnes qui sont stressées, c'est des aveux de faiblesse, quoi. À partir du moment où vous avez un directeur de société qui a tendance à penser de cette façon-là, bah, autant dire que bizarrement, il va allouer assez peu de budget sur de la prévention et que les moyens des ressources humaines derrière en termes de santé mentale, bah, de harcèlement, de prévention des risques psychosociaux, ça ne va pas être ses priorités. Donc c'est vraiment en tout cas un sujet de direction et pas seulement un sujet RH. Merci beaucoup Mehdi pour cette précision. Je vois qu'il est 10h06, donc voilà, je tiens à tous et toutes vous remercier pour la participation à ce webinaire. Je vous ai mis, le lien d'accès pour, nos prochains événements, donc pour que vous puissiez, d'une part vous y inscrire si vous le souhaitez, mais également pouvoir visionner les replays de nos précédents rendez-vous. D'ailleurs le prochain abordera le sujet, de la santé mentale puisque, au travers de la fondation Aesio, nous sommes signataires de la charte pour la santé mentale, donc voilà, on viendra, déconstruire justement, ce sujet-là et essayer de se projeter sur les actions concrètes qui peuvent s'intégrer en entreprise autour de ce sujet-là et donc ce sera avec l'Alliance donc pour la santé mentale qui interviendra à nos côtés. Merci beaucoup à toutes et tous. Passez, une bonne journée et puis j'espère vous retrouver sur nos prochains rendez-vous. Merci beaucoup Mehdi. Merci à toi Antoine et merci à tous pour aujourd'hui.